Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Chers amis, eh bien le bonsoir. Nous sommes ravis de vous avoir dans cette émission. Nous sommes entourés de Claude. Nous sommes envahis de Claude de plus en plus. Claude au carré. Claude au carré, voilà. Je ne sais pas qui est le numéro 1 et le numéro 2. Number one. Voilà. Merci, c'est bien de reconnaître. Non, pas toi, Claude. Mais non. C'est beau, j'aime l'humilité. On s'apprécie beaucoup tous les deux. En tout cas, on est ravis de vous avoir. Claude, numéro 2, tu vas bien ? Je vais bien, merci. On est ravis. Joy ? Ça va bien, merci. Bon, parfait. RS. Toi aussi, RS, Claude, tu vas bien. Et bien voilà, ça fait 2 semaines. Toutes les 2 semaines, vous avez compris le principe, saison 4, c'est toutes les 2 semaines. Donc on se réjouit d'être avec vous pour cette émission sans invité. Dans la saison 4, vous allez avoir un invité ou un expert, un témoignage ou un expert. Une émission sans invité et de nouveau, rebelote, on continue comme ça jusqu'à la fin de l'année. On a eu une super émission il y a 2 semaines avec le docteur Paul Habib sur les moyens de contraception. On a eu un bon débat sur la vasectomie aussi. Ah oui. On va pas le relancer. Ça fait. J'ai pas suivi là. Tout de suite. Oui, ça nous a fait la même réaction quand on lui a pensé, tu vois. Ah oui, ça me stresse. Ça me stresserait, oui. On a eu la même situation. Mais du coup, on va y avoir une émission sans invité qui va, j'espère, en tout cas, amener de la discussion. Je rappelle, il y a le chat en direct. Vous pouvez discuter aussi, exprimer ce que vous pensez, mais toujours dans l'amour, la bienveillance. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, on va se tolérer, on va s'aimer. Il fait passer tous ces messages. Il le fait bien, je trouve. J'entraîne la communauté à être bienveillante. C'est vrai. Vraiment, c'est important. Ça manque un peu parfois. Mais surtout, dites-vous qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui nous regardent, etc. Donc, montrons l'exemple partout, même sur notre chat de la porte ouverte. Mais on va parler d'immigration. Oui. Donc, je suppose que ça va amener de la discussion. Si on n'a pas, c'est pas normal, parce que c'est un sujet quand même un peu brûlant, justement. Je vous donne pourquoi on va parler de ça. C'est parce que je lisais un article, là, il y a eu une enquête, un sondage qui a été fait en juin 2023. Donc, cette émission est diffusée en octobre, donc ça date d'il n'y a pas très longtemps. Juin 2023 sur l'immigration. Je vous donne quelques stats. 62% des sondés pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Ok, je ne sais pas si l'un de vous a été sondé. 47% considèrent... Oui, il faut mettre un peu d'humour parce que sinon ça va être lourd comme émission. 47% considèrent que l'immigration est une chance pour le pays. Autrement dit, 53% considèrent que ce n'est pas une chance pour le pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une personne sur 1000 des personnes questionnées, en fait, ils leur ont donné, dans le sondage, ils ont donné 6 questions de connaissances sur la question de l'immigration. Et une seule personne sur 1000 savait répondre à toutes les questions. Aussi questions. Wow. Donc ça montre l'information. Je vous cite une partie de l'article. Un grand nombre de personnes interrogées pensent que les émigrés forment plus de 20% de la population, alors qu'en réalité, c'est environ 10%. 80%, ils pensent que sont à 80% extra-européens. Là, c'était plus 70%, donc on est un petit peu plus bas. Dans 2 tiers, ils pensent que c'est des hommes, alors que c'est 1 sur 2, en fait, issus de l'immigration. Et à 80% sans diplôme, alors que c'est 60%. Qui n'ont pas le bac ou plus, quand on dit sans diplôme. Ils sont moins nombreux à se tromper concernant la part des unions mixtes, qui se situe entre 10 et 20% des mariages, et celle des Français issus de l'immigration, qui représente entre 1/4 et 1/3 de la population. Une personne sur 3 déclare avoir des personnes issues de l'immigration dans leur cercle familial. Et je vous donne je vous cite une partie de l'article. Il semble que plus on connaît des immigrés dans ce cercle proche, plus on les apprécie, et qu'à l'inverse, plus on les considère comme un groupe, plus on est susceptible de s'en méfier. Et ça a été relevé aussi statistiquement. Moins il y a de connaissances, et plus il y a de la crainte. Donc je trouve que c'est intéressant de le relever, donc on va en parler un petit peu. Ça vous évoque quoi déjà, ces stats, et après on va rentrer dans le vif du sujet. Allez Claude. C'est intéressant de différencier peut-être la perception des choses de la réalité. Je pense que c'est important d'avoir effectivement des chiffres qui sont... En tout cas, ça reste un sondage quand même, mais un sondage est le reflet d'une certaine réalité. Donc d'avoir un reflet plus ou moins juste et réel par rapport à l'impression qu'on peut avoir selon où on habite, selon où on vit. J'habite dans un petit village, je dois vous dire honnêtement que c'est moi l'immigré. Dans le sens, j'ai marié ma femme il y a 30 ans, c'est moi qui ai émigré de mon petit village à un autre village à 30 km. Donc, mais c'est vrai que je n'ai pas ce sentiment, quand je suis dans mon village, d'avoir en tout cas de l'immigration autour de moi à ce niveau-là. Par contre, quand je vais travailler en ville, que ce soit ici ou à la radio, tout à coup, je me sens
en terre étrangère. Mais c'est une perception. C'est ça. Et je n'ai pas forcément raison. C'est ça. Et puis, je pense que c'est intéressant. Je pense que beaucoup de gens aussi confondent ou englobent, je dirais, dans la question de l'immigration, les immigrés et les gens issus de l'immigration. Voilà. Mais qui sont aussi qui sont Peut-être français. aussi, je pense qu'on a une idée de quand on dit l'immigré, peut-être il est plutôt du continent africain. On oublie qu'il y a aussi des immigrations qui viennent du continent européen. C'est ça. C'est Ce qu'ils pensent. 80 pour eux, 80% sont d'immigration extra-européenne. Ouais. Et il y a eu toute une vague d'Italiens à l'époque, etc. Oui, polonais, italien, espagnol, portugais. Qu'est-ce que ça vous évoque ? La population la population d'immigrés chez nous en France, la plus grande, c'est les Marocains, si je ne me trompe pas. Algérien ou marocain? Je crois que c'est marocain. D'accord. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est marocain. D'accord. Bah, vous avez envie de rebondir ? Moi, j'ai bien aimé la notion de groupe. On pense toujours à un groupe alors que c'est d'abord des individus. Ouais. C'est-à-dire, ils ne viennent pas en charter, on va dire. Ils se connaissent pas tous, quoi. Et on ne se connaît pas tous. Il n'y a pas mais c'est des individus qui viennent avec chacun leur histoire, leur réalité, leur individualité. Voilà. Peut-être leur rêve aussi, non? Pardon? Leur désir, leur rêve, leur perspective. Et aujourd'hui, la France, ça fait plus trop tant rêver que ça pour beaucoup d'immigrés. Non, moi, ce que j'allais dire, c'est que c'est depuis, depuis que je suis au collège, lycée, j'ai toujours eu des amis dont les parents étaient issus de l'immigration, et c'est ce que tu disais quand il s'agit d'amis, d'individus que tu connais. Il n'y a aucun souci, quoi. Bah ouais. Ça change tout. Donc j'en ai eu vraiment, à toutes les étapes de mon parcours, quand j'ai été étudiante à Reims, tout ça, et ça a été souvent de mes amis les plus proches, en fait. Alors que moi, une génération précédente, c'est beaucoup moins, quoi. J'ai pas d'amis de l'immigration. J'en avais un, c'est un Portugais, mais au collège, après c'était fini. Donc moi, j'ai navigué dans une période de l'histoire où l'immigration c'était était moins perceptive. Tu t'es rattrapé, maintenant on Non, est maintenant, amis. absolument. Je te connais, Tu l'as pas dit, hein, c'est toi qui l'as dit. Benjamin, t'es pas un artisan de paix, quand même. Dire aussi que Toi, tu as créé des problèmes. quand on connaît la géographie, la démographie de la France, l'immigré peut être considéré comme celui qui a une peau comme la mienne, mais il faut se dire aussi que les dom-toms font partie de la France. Ben oui. Si on voit quelqu'un qui a une peau, on pourrait dire il est étranger, en fait. Ou il vient d'Afrique subsaharienne, mais en fait, il pourrait venir des Guyanes, il pourrait venir de la Réunion, il pourrait venir des dom-toms. Donc, il y a vraiment aussi une notion de rattachée à la couleur la couleur de la peau qui n'est pas toujours juste. Puisque... Alors justement, Claude, toi tu es issu de l'immigration. Oui, je suis étranger. Non, mais non, plus maintenant. Plus maintenant. L'idée, c'est... J'ai ramené ma carte d'identité pour C'est vrai, tu es français. Mais alors justement, je trouvais intéressant de pouvoir t'avoir sur le plateau aussi, que tu nous expliques ton point de vue à toi. Peut-être juste pour contextualiser, tu es venu à quel âge? Moi, je suis arrivé là à 15 ans. D'où? Du Cameroun. Donc avec ta maman. Hein. Avec ma maman, j'ai été accueilli par la France, et je suis aujourd'hui fier d'être français. Parce que du coup, tu as eu tes papiers pour être français. Ah oui, j'ai fait la démarche. Je fais partie de ceux qui ont réellement fait une démarche où il y avait toute une enquête de ce qu'on appelait avant les renseignements généraux et même des entretiens. Les entretiens, et pour nous, le processus on va dire, d'intégration, de naturalisation demandait 2 ans et demi. Ouais. Selon les situations, avec un certain nombre de papiers, de documents, de conditions à remplir, et je les ai remplis. Comment tu as vécu aussi ton arrivée en France, justement, en tant qu'immigré? Comment tu viens en tant qu'immigré? Parce que nous, on a toujours notre point de vue de Français, en fait, on voit des gens arriver. Mais toi qui arrives, comment ça se passe? Disons venant du Cameroun, venant de l'Afrique subsaharienne, on est quand même, comment dire, on a été colonisé par la France, et on a aujourd'hui la langue officielle du Cameroun, c'est le français. Mais le français n'est pas qu'une langue. Le français, c'est aussi une culture. C'est aussi un rapport à la vie, un rapport au monde, un rapport. Et nous, j'ai envie de dire, on a grandi là-dedans. Moi,
j'allais à ce qu'on appelait le centre culturel français. Déjà au Cameroun, je lisais et du coup ce pays-là qu'on a intégré comme ça depuis le pays, depuis le Cameroun, on rêve tous, hein, on rêve tous de le voir parce que à cause de ce qu'on lit, à cause de l'éducation aussi finalement à la française qu'on reçoit, et on se projette dans cette vie-là, dans cette vie. Ce que je lis, je veux le voir. Pour mon cas, en tout cas, ma mère m'a ramené ici pour les études, pour faire les études. Et tu t'es bien senti quand tu es arrivé ici? Une anecdote. Quand j'arrive là, je vais dans ce qu'on appelle un CDI. Je savais pas ce que c'était. Et je tombe sur des livres. Et comme ça, je demande alors les livres. Et je regarde, il n'y a pas de prix, en fait. Et la dame qui me dit, mais ces livres-là, on ne les achète pas. Ils sont à disposition. Tu viens, tu as une carte gratuite et tu peux les lire et tu les ramènes. Pour moi, une découverte, mais je dis, c'est pas possible. Tout ça, je peux le lire. C'était formidable. Et j'ai envie de dire, j'ai réussi mes études, mais parce que je me suis vu offert la possibilité, l'accès au livre, à la lecture, à l'éducation. Et pour moi, c'était juste une révolution. Ouais. Voilà, donc c'était pour moi et ça le reste, hein, puisque j'y suis encore. Ah oui. C'est un cadeau d'être là. Alors c'est bien aussi de commencer, je dirais en douceur, parce qu'aujourd'hui quand on parle d'immigration, c'est beaucoup plus tendu. Je dirais que ça fait remonter beaucoup plus d'animosité aussi, et de plus en plus. C'est-à-dire que tu parlais de la première vague des immigrés avec les Italiens, Polonais. Etc., les Polonais, ensuite il y a eu les Italiens. Mais la première vague... en tout cas. Oui, en Alsace. Mais la première vague, ça allait parce qu'ils venaient aussi dans un objectif, je dirais, très clair. Il y avait vraiment un besoin économique. Mais ensuite, petit à petit, et tu le lis je lisais un article justement sur l'histoire de l'immigration, tu voyais que petit à petit, certains immigrés disaient « mais je me prends des remarques que je ne me prenais pas il y a 10 ans ». Et ça a commencé à monter de plus en plus, en fait. Et aujourd'hui, certains, c'est même de l'animosité, vraiment. Hein, c'est du racisme, hein, complètement. Donc, Joy, je t'ai posé la question, pourquoi ce sujet est toujours un sujet si brûlant, et pas juste en France, dans plein d'autres pays, en fait. Pourquoi le sujet de l'immigration, c'est un sujet brûlant? Alors, du coup, j'ai un petit peu réfléchi. C'est bien. Et j'ai regardé dans ma Bible. Alléluia. Et en fait, il y a 254 versets dans la Bible qui contiennent le mot « étranger ». Tu les as comptés? Non, c'était écrit quand j'ai tapé « étranger ». Ah, voilà. C'est bien. Et dont beaucoup de lois en fait qui viennent pour protéger notamment les étrangers dans le pays d'accueil. C'est vrai. Alors je voudrais pas piquer les versets à Claude, hein, on en parlera après. Ça a déjà commencé, ça commence bien. Non, mais du coup finalement je me suis dit, parce que c'est beaucoup dans la loi de Moïse où il y a énormément de versets sur le fait de bien accueillir les personnes étrangères. Et finalement, je me suis dit, Jésus en parle aussi. Parce que je pense que ça a toujours été un sujet brûlant. C'était ça que je voulais dire. Si la Bible, elle en parlait déjà. C'est la question, ouais. Ouais, voilà. Pourquoi c'est toujours un sujet brûlant? Si la Bible, elle en parlait déjà, c'est que c'était brûlant depuis toujours. Ouais, carrément. Et le Seigneur, lui, il dit, j'ai été étranger et vous m'avez accueilli. Vous m'avez recueilli. Et en fait, je pense que ce qui génère ce côté brûlant dans l'immigration, c'est que le fait de recueillir quelqu'un, c'est pas facile en fait, parce qu'on parle d'hospitalité. En tout cas là, le mot c'est vraiment amener chez soi, amener quelqu'un chez soi. Et je pensais rien que moi amener quelqu'un chez moi. Je sais que ça nécessite de l'organisation, de changer mes habitudes, d'ouvrir ma maison, et c'est un inconfort. Et je pense que il y a le fait que je suis pas beaucoup invité chez vous, c'est ça? Non, ça c'est parce que tu es toujours pris pour autre chose. Tu l'invites pas? Non. Si. Ah, d'accord. Ok, désolé. T'es toujours pris pour autre chose.
Non, mais tu vois, je pense que déjà, ça demande de s'adapter, quoi. Le fait d'être hospitalier, ça nécessite de s'adapter et je pense que c'est inconfortable. Et il y a aussi pour moi, et notamment dans notre société aujourd'hui, une part d'inquiétude. Mais avant de parler de la peur de l'autre, je pense qu'il y a l'inquiétude pour soi. Parce que j'ai l'impression que dans notre société, la peur, elle augmente par rapport actuellement à l'inflation, la situation économique, etc. Donc on a peur de manquer. Et je pense que le fait de voir des gens arriver d'autres pays augmente cette inquiétude-là. Finalement, devoir partager encore les ressources, quoi. Et à ce moment-là, tu le subis, quoi. Et voilà, là, j'accueille, voilà. je subis, en fait. C'est ça. Okay. Oui, mais sans oublier que pendant des décennies, en tout cas le siècle dernier, beaucoup d'immigration a été voulue et a été nécessaire. Oui. Mais c'est ça. Je veux dire, on a immigré, les Polonais sont arrivés dans le bassin potassique ici, pour aller dans les mines de potasse, mines de charbon dans le nord. Après, les Italiens qui sont partis parce qu'ils manquaient de quoi manger. Après la Seconde Guerre mondiale, ils avaient faim. Donc ils venaient ici. On avait besoin de maçons pour reconstruire. Et ensuite, sont arrivées d'autres cultures. Et là, on n'est plus dans cette forme d'immigration en termes de besoins. Non. Ouais, non. C'est ça. D'où le fait pour toi que le sujet, il est brûlant aussi. Ouais. Ça me faisait penser quand tu citais Jésus, mais Jésus dans sa généalogie, à quelqu'un qui est issu de l'immigration aussi. Hein. Mais oui. Donc, pardon, je faisais une petite digression. J'ouvre aussi une petite parenthèse. Hein. Dans la période où Jésus est poursuivi par Hérode, Hérode, il va se cacher en Égypte. Donc, il fait une demande de carte de séjour et tout ça. Et il est reçu en Égypte. Ça a fait l'effet escompté, la petite blague. Mais... Moi, je l'ai vu. Hein, mais la carte de séjour, tu veux dire. Ça m'a fait plaisir de voir. Il n'y a pas de réaction, en fait. C'était sympa. C'est dommage. Je suis en train de penser à ma suite, excuse-moi. Un petit flop comme ça. Ça fait du bien, des fois. Ça. Je pense qu'il y a aussi un petit peu une peur de se perdre soi-même. Je ne sais pas comment exprimer clairement la chose. Perdre qui nous sommes en tant que Français, tu veux dire ? Voilà, le côté culture, etc. L'impression d'être envahi, on va dire, quoi. Alors justement, on va parler de ça à la fin de l'émission et c'est très intéressant. Pour moi, c'est une vraie question. Ouais. Assimilation ou acculturation, ça va être toi qui vas l'aborder. Mais cette peur de ne plus... de perdre ses propres valeurs, ses propres... C'est ça. Ben, je pense que c'est ça, la peur de manquer pour soi, de devoir partager les ressources, la peur de se perdre, et puis aussi, tu vois, le pharaon à l'époque, quand le peuple hébreu a commencé à devenir nombreux, il y a eu ce phénomène de ils deviennent plus nombreux et plus puissants que nous. Il faut faire quelque chose. Si on fait Donc cette rien, espèce de réaction, renverser. c'est ça. Cette réaction, il faut faire quelque chose, quoi. Et puis, s'il faut que je termine sur les raisons pourquoi je pense que c'est brûlant, c'est qu'il y a quand même à la fois la peur de l'inconnu, et je trouve que c'est ressorti dans le sondage. Au final, quand on connaît pas, on a peur. Ouais. Et puis, il y a aussi quand même parfois une part de racisme. Ouais, qui est là. J'allais le dire. Parce que c'est souvent enfin, c'est souvent. Il y a beaucoup de racisme aussi qui amène des réflexions sur l'immigration. Le racisme, c'est pas forcément... on en a parlé dans la première émission, on s'y retrouve de cette saison. Mais le racisme, c'est la violence, l'hostilité, mais c'est aussi le rejet. Le rejet. Ouais. Il y a deux formes à ce niveau-là. Donc c'est aussi le rejet. Et là, ça peut être du rejet, tout simplement. Est-ce que vous vouliez rebondir sur ce que Joy a partagé ? Pourquoi est-ce que c'est un sujet si brûlant ? Je pense que c'est brûlant parce qu'aussi on a le sentiment, la perception que tout à coup le pays devient, notre pays de la France, je parle, voire de l'Europe au sens plus large, devient une espèce d'Eldorado, même si certains n'y rêvent plus. Je vois quand même peu d'Européens rêver de l'Afghanistan, par exemple. Oui. Sincèrement, je connais peu qui veulent émigrer là-bas parce que là-bas, ça serait une meilleure vie. Mais il y en a beaucoup, par exemple, en France, chez les jeunes, qui veulent aller à Dubaï. Oui, mais pas pour les mêmes raisons.
Mais ça leur fait rêver. Ça les fait rêver. Bah, en tout cas, en temps, on rêvait d'aller au Canada ou d'aller aux États-Unis, peut-être moins aujourd'hui, plutôt Dubaï aujourd'hui. Donc, oui, je pense qu'il y a un vrai sentiment que les ressources manquent. Enfin, maintenant, très concrètement, quand même, on a des budgets déficitaires depuis 40 ans. Donc, se dire, on va encore accueillir des gens avec je dirais, un cœur, généreux et bienveillant. Et tant mieux, je veux dire, c'est beau d'être dans un pays qui a un cœur ouvert pour les autres. Maintenant, entre être généreux et bienveillant et être naïf, il y a une différence. Alors attends, ça c'est la deuxième partie où j'aimerais revenir dessus après, Claude. Justement, je ne l'ai pas... Ah oui, c'est bien. Mais parce que je veux que Claude il s'exprime sur ça encore et après on va partir sur la deuxième partie. Moi, ma vision, je la renvoie à la dimension politique, c'est-à-dire il y a un peuple aujourd'hui qui n'a rien demandé et qui a subi ces vagues d'immigration parce que les institutions, les politiques sont allés chercher. N'oublions pas que, parlant de l'immigration notamment maghrébine, ils sont allés chercher. Il y avait des besoins. Il y avait des besoins. Renault, Peugeot. Renault et c'est pas Peugeot plutôt. Citroën. Peugeot. Aussi. Plus tard. Mais Renault, Citroën qui sont allés ouvrir carrément des antennes là-bas. Des antennes là-bas pour pouvoir recruter des gens qui venaient là en nombre. On n'a pas demandé l'avis à la population. On n'a pas demandé l'avis à la personne lambda qui se retrouve du jour au lendemain. C'est-à-dire la population subit des décisions qui sont éminemment politiques. Elle a subi l'arrivée on va dire des étrangers, quel que soit leur... Elle a subi... Elle est dans la réalité des rapports avec l'autre, parce que c'est l'autre, l'altérité, sa différence. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'elle ait son mot à dire. Sauf que ces 10 ou 15, 20 dernières années, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent et qui disent j'ai mon mot à dire. On ne veut plus subir des choix qui sont pris dans d'autres sphères européennes ou sphères nationales ou par des politiques qui ne sont pas en contact avec la population. Aujourd'hui, nous décidons nous avons quelque chose à dire sur l'immigration. Est-ce que toi qui es issu de l'immigration, tu comprends ces réflexions-là? Mais oui, je peux le comprendre parce que chaque pays régule. Et finalement, ça s'est toujours fait comme ça, ses entrées et ses sorties. Chaque pays décide de qui est-ce qu'il fait rentrer dans son territoire ou pas. Donc je peux comprendre cette réflexion. Elle ne justifie pas le racisme. Le souci, c'est que tous ceux qui en parlent ont toujours souvent... puisque c'est un sujet brûlant qu'on n'évoque pas, tous ceux qui en ont parlé, ou bien sont catégorisés de racistes, ou ont parlé sous cette émotionnellement aussi pression sous cette volonté raciale, ce qui est dommage. Alors qu'on devrait pouvoir parler de ces sujets-là de manière non émotionnelle, non sentimentale ou non ressentie ou non. On devrait pouvoir en parler de manière structurelle. Comme tu l'as dit, Claude, finalement, même dans les statistiques, on le retrouve. Beaucoup de points de vue sont liés juste à un ressenti, en fait, à une perception. Alors, on va arriver sur la réflexion, Claude, parce que je vois que le temps avance et tu as une partie intéressante aussi. Enfin, toutes les parties sont intéressantes. Joyce, c'était très bien ce que tu as dit. Mais tu as une partie, je pense, qui est importante pour nous en tant que chrétiens. La question que je t'ai demandé de traiter, ou en tout cas de réfléchir, c'est un chrétien peut-il être nuancé sur cette thématique? Autrement dit, est-ce qu'on a le droit de dire là c'est trop, par exemple? Est-ce qu'on peut aimer l'étranger tout en disant il peut plus venir ici? Je pense que dit la Bible? Je pense justement que la Bible elle est assez étrangement, je dirais, ou éminemment, elle a une grande voix par rapport à l'étranger. Je disais l'autre jour à Claude, on ne parle pas d'émigrants et d'immigrants, on parle d'étrangers. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le texte de base de Deutéronome 19. Il dit la chose suivante: vous avez été vous-même étrangers. En Égypte. Donc, aimer l'étranger. Donc, il dit, commencez par aimer l'étranger, parce que vous avez été vous-même étranger dans un pays d'Égypte. Donc, du coup, rappelez-vous de qui vous avez été, est-ce que vous avez subi. Et là, il dit, commencez par l'aimer.
Donc voilà, il n'y a pas trop de nuances. C'est aimer l'étranger. Il dit pas l'étranger extra-européen, intra-européen. Il dit aimer l'étranger avec de tout côté et aussi de laisser de la place à l'étranger. Par exemple, au niveau économique, l'étranger était invité, même au même titre que les pauvres du pays, à bénéficier du glanage et du grappillage. Avec deux idées très fortes qui sont en dessous. Le premier, c'est que il est acteur de son développement économique. C'est-à-dire qu'il devra lui-même aller chercher sous les arbres les pommes qui restent et dans les champs les grains qui restent. Donc il est acteur de sa sortie. Il n'est pas entre guillemets, je dirais, un mendiant qui récupère juste. C'est pas non plus un cassos. C'est vraiment quelqu'un qui devient acteur de son avenir dans le pays qu'il accueille. Il y avait aussi une même loi pour l'étranger comme pour le. Il n'y a pas de deux poids deux mesures. Alors des fois, on a l'impression que selon la tête qu'on a ou qu'on n'a pas, il y a deux poids deux mesures. Et voilà, enfin en tout cas, il y avait une même loi pour tout le monde, tant pour la circoncision que pour le repos du sabbat, donc le rythme hebdomadaire, que pour la participation à la Pâque, que pour contenter l'alliance. Il y avait une même pénalité aussi. Oui. Vous faisiez ceci, vous aviez la même peine que l'autre. C'est ça. Il n'y avait pas de deux poids deux mesures. Et enfin, il y avait des choses qui étaient quasiment interdites pour l'étranger non circoncis. Donc là, on peut parler d'assimilation, pas d'assimilation, faut-il ou pas. Il y avait des interdits. Par exemple, il n'avait pas le droit d'avoir accès à la Pâque, il n'avait pas le droit non plus d'avoir différentes choses. Mais il y avait, en tout cas, pas cette notion d'émigrants et d'immigrants, je voudrais peut-être dire ça là-dessus. Et tout découle à partir de ce fait que, en se rappelant que nous sommes tous des étrangers. Maintenant, pour l'instant, nous, Français, on est bien chez nous en France. Est-ce que ça veut dire qu'on sera toujours en France? On n'en sait rien. On se rappelle qu'il n'y a pas longtemps de ça, 2-3 siècles en arrière, beaucoup d'Européens sont partis aux États-Unis à cause de leur foi. Et qui sont partis dans des conditions sévères. Et quand on se rappelle... Alors aujourd'hui, on a un grand pays, les États-Unis, on est très content. On va en Virginie, on va dans les premières colonies des États-Unis de l'Est. Mais à l'époque, les gars, ils ont souffert. Certaines statistiques ou certains livres d'histoire disent que la moitié des colons, la première année, sont morts. Il n'y a pas d'accueil. Et d'ailleurs, heureusement que les Indiens leur ont appris à semer le maïs, à récolter le maïs, comment ça s'appelle, le potiron. Parce que d'où le fameux soupe au potiron, etc., qui les ont sauvés littéralement. Donc par rapport à ça, peut-être une première remarque, la Bible ne parle pas d'immigration ou d'émigration, elle parle d'étrangers. Deuxièmement, elle dit la chose suivante, c'est que l'étranger, c'est un peu tout le monde. On se rappelle que notre père dans la foi, Abraham, était un étranger. Quitte ton pays, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est pas une immigration forcée. Pour la foi, il n'y a même pas une raison économique. Il était assez riche pour vivre. Israël a dû quitter l'Égypte, était là-bas, et puis ils sont sortis, donc ils ont émigré vers un pays qui était déjà occupé. Il y avait des habitants dans le pays. On a cité avant Jésus, qui était lui-même, à un moment donné, forcé de sortir d'Israël pour aller, pour survivre, pour échapper à un génocide local, certes, mais un génocide quand même. Et enfin, il y a cette notion à la fois de l'accueillant, celui qui accueille l'étranger, et de l'accueilli. Il y a des lois, il y a des réalités qui sont là pour les deux. Tantôt on est accueillant, tantôt on est accueilli, et les rôles peuvent se renverser dans l'histoire. Et ça pourrait nous arriver. Si je remonte dans ma généalogie à moi, il y a de fortes chances que mes arrière-aïeux étaient suisses du côté du pays de Zurich. Voilà. Donc est-ce que je suis un étranger ou est-ce que je suis un autochtone? Qu'est-ce que ça veut dire? Claude avait à juste titre remarqué en début d'émission que les dom-toms, c'est la France aussi. Donc ils sont français. Qu'est-ce que ça veut dire être français? Et d'où on arrive à cette question de fond, mais c'est quoi l'identité française? Le fait qu'un gouvernement, il n'y a pas si longtemps que ça, une quinzaine d'années, ait dû inventer le ministère de l'identité nationale prouve bien qu'il y a un problème de savoir, mais c'est quoi être français? Est-ce que c'est que chanter la Marseillaise? Est-ce que c'est manger de la choucroute? Est-ce que c'est manger du couscous ou de la paella? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est une vraie question qu'il va falloir bien se définir. Je pense qu'une des définitions simples, c'est la même langue. La langue commune. Et je me rappelle, parce que je suis alsacien et que mes parents étaient germanophones et alsacophones pur jus, et que chez nous, à la maison, l'Alsace arrivait sous la version germanophone, je parlais qu'alsacien avant l'âge de 5 ans.
Et du jour au lendemain, j'arrivais à la cour d'école, j'étais en terre étrangère, puisque là, il fallait parler français. J'avais pas un mot de français dans la bouche, par quelques-uns, quoi. Et on se faisait taper sur les doigts si on ne parlait alsacien. Voilà, j'avais aussi l'impression, à un moment donné, d'avoir été forcé de me franciser dans mon pays. Donc la notion d'étranger, et pas étranger, d'accueilli, d'accueillant, il y a beaucoup de nuances à mettre. Mais en tant que chrétien, parce que je pense que des fois, il y a aussi une peur d'être raciste. Si maintenant on pense, par exemple, il y a ce que tu disais tout à l'heure, il y en a trop, par exemple. Il y a trop d'immigration. Tu parlais d'avoir la peur de perdre les choses, perdre sa culture, etc. Mais en tant que chrétien, est-ce qu'on peut penser comme ça? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est ce qu'il faut? En tout cas, si ça arrive, je me permets d'abord d'aller dans une vision plutôt macro avant de retourner dans le micro. Si nous partons du principe que Dieu gouverne le temps et l'histoire, alors j'ai le regard, une lecture un tantinet différent. Je m'explique. Qui de nous, aujourd'hui, pourrait partir comme missionnaire en Syrie ou voire en Turquie? Sauf qu'aujourd'hui, nous avons plein de communautés turcophones ou arabophones de Syrie. En Turquie en été. Pardon? En Turquie en été, moi j'y vais comme missionnaire. Oui, mais pas comme... une immigration touristique. C'est ça. Donc il y a des mouvements de population qui, je pense, en tant que chrétien, on doit avoir le regard macro en se disant, mais autrefois il fallait faire des longs voyages coûteux pour aller dans des populations qui étaient étrangères. Aujourd'hui, le bout du monde est à notre porte. Et donc du coup, ma lecture de l'étranger parmi nous, pour moi, est très différente qu'il n'y a été avant d'être chrétien. Maintenant, pour retourner dans le micro, est-ce que j'ai le droit d'avoir peur que mes ressources seront absorbées par ces communautés qui arrivent, qui ont tous les droits, mais pas encore le travail pour contribuer aussi à la richesse nationale? C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse très précise, parce que encore une fois, on est dans la perception. Je voudrais quand même nous rappeler que il y a un certain nombre de travaux que les Français ne faisaient plus. Bah oui. Et qu'on est bien content que d'autres les fassent. Sachant que pour nous, Alsaciens, qui sont pas loin de la Suisse, je le dis avec beaucoup de respect de nos amis suisses. C'est la même chose. Quand mes papas étaient en Suisse dans les années 60, le franc suisse et le franc français, c'était 1 à 1 pour 1. Sauf qu'il y avait du travail là-bas. Et ben, il était l'immigré de service à qui on faisait faire les boulots que personne ne voulait faire. Mais oui. Donc, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Je pense que là où un des problèmes aujourd'hui, c'est quand même que nous avons connu des vagues d'immigration économique, politique, etc., mais où le creuset culturel était similaire. Il y avait une culture chrétienne. Donc, quelque part, même si un petit Français d'origine mariait une fille qui immigrait, une Italienne ou une Portugaise, à part le problème de la langue et de la paella, etc., il y avait comme une culture, une religion commune. Il y avait des repères communs. Aujourd'hui, nous avons de l'immigration mondiale, pas que maghrébine, mais qui vient avec d'autres cultures et d'autres religions. Et du coup, la vision de la vie, la façon de voir les choses, le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport à la propriété, le rapport au destin est très différent. Et du coup, il y a des formes je dirais, de confrontation ou je sais pas, parce qu'il parle de clash de civilisation, j'en sais rien. Ça me paraît fort, mais quand même, il y a des endroits où peut-être on n'arrive plus à s'entendre parce qu'on n'est plus. D'autant plus que notre culture chrétienne, elle aussi, en 40 ans, s'est effondrée. S'est effondrée. La matrice judéo-chrétienne s'est effondrée en 40 ans. Et du coup, maintenant, par réflexe, je dirais, de sécurité, chacun retourne dans son groupe de personnes avec qui il est à l'aise. Que ce soit une entité, que ce soit une religion, que ce soit un groupe social, linguistique. Et tout à coup, c'est une communauté de groupes qui doivent s'agglutiner et essayer de faire nation. Ça me semble quand même compliqué. Ok, alors peut-être Joy, Claude, quel est votre avis aussi là-dessus en tant que chrétien? Est-ce qu'on peut avoir encore une fois de la nuance, pas être un pro à tout de suite dire il faut qu'on accueille tout le monde, etc. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vous semble légitime?
Moi, je pense que c'est bon d'être nuancé. Je me permets de... Je parlais de Claude. Non, mais je parlais de Claude Écoué. Pardon. Oui, parce que toi, ça fait 10 minutes que je t'ai demandé de répondre à cette question. Ah bon? C'est la question principale. Je vais lui donner le cadre d'abord. Merci Claude, pour le c'était cadre très intéressant. Vraiment. Vas-y, Joy. Moi, je pense que le principe de base, il est là dans ce que Claude Greider, du coup, a dit, avec le fait que le Seigneur nous appelle à aimer, etc. Et après, je pense qu'il y a effectivement ce qui est raisonnable aussi en termes de gestion, en fait. Alors moi, je suis pas la mieux placée pour dire comment mieux gérer ou comment bien gérer, mais l'impression qu'en tout cas, il y a effectivement peut-être eu des années où ça n'a pas été très très bien géré, et ce qui a fait monter aussi la peur, comme je disais tout à l'heure, etc. Mais est-ce qu'un chrétien, il peut, par exemple, trouver trouver qu'il faudrait ralentir pour moi, c'est pas ou voter, par exemple, l'ultra-droite ou des choses comme ça, sans faire de la politique. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'un chrétien, il a le droit d'avoir des avis comme ça? Est-ce que c'est juste, quoi? Si je peux, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis obligé d'aller chez le grand patron. Mon royaume n'est pas de ce monde. En tant qu'enfant de Dieu, la particularité de ce que nous sommes, il dit, je vais vous préparer une place. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas avoir le même prisme, le même regard sur la société, sur le pays, sur notre culture que nos contemporains. Parce qu'il dit, nous sommes sel et lumière, nous sommes du ciel, nous sommes du royaume des cieux. Et notre rôle, c'est d'être ambassadeur dans notre royaume. Même en étant en France, je ne suis pas pro ou contre, mon rôle, c'est d'être ambassadeur d'un royaume. Et je défends les intérêts de ce royaume. Et je finance les intérêts de ce royaume et je milite pour ce royaume. Et souvent, je regrette que des fois, nous sommes laissés aller à écouter un peu, à politiser notre regard du monde ou à politiser notre regard de l'étranger. Alors, quand ça se passe dans le monde, je peux l'entendre, mais dans l'Église, il ne devrait pas être ainsi. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne devrais pas pouvoir expliquer ou dire ou être reconnu comme un Camerounais dans mon Église. Parce qu'il devrait avoir, c'est-à-dire, la couleur culturelle ne devrait plus avoir de prégnance, ne devrait plus avoir d'influence sur ma vie, sur mon caractère et sur ma personnalité. On devrait pouvoir dire, et on le vit, je suis pas en train de raconter un idéal, là, moi je le vis, c'est-à-dire on est frères et sœurs, on n'est pas, il n'y a pas d'étrangers dans une église. Non. Et il y a que des frères et sœurs du royaume des cieux, appartenant au royaume des cieux. Et Claude le disait, maintenant, après je te laisserai la parole, il n'y a pas d'étrangers. Nous sommes tous, quelles que soient les couleurs, quelles que soient nos particularités, enfants de Dieu et frères et sœurs. Maintenant, quand il s'agit du monde, mon regard aussi, pour ma part, doit être différent. Si je pars sur l'intervention de Claude, dire, l'étranger, l'autre, Jésus parle de la parabole du bon samaritain. Pourquoi il nous présente ces paraboles? Il dit, mais l'autre, c'est lui ton prochain, c'est lui que tu dois aimer. C'est auprès de lui que tu dois manifester ton amour. Et il fait ça en choquant les Juifs, parce qu'il sait que les Samaritains, les Juifs, ils ne s'entendent pas. Et je pense qu'un chrétien, à un moment donné, doit dépasser cette dimension qui est pour moi, est politique, clairement, parce que c'est les mêmes politiques qui te disent il faut qu'on en reçoive, et c'est les mêmes qui un jour disent ils font trop, il faut arrêter maintenant. Donc on voit bien que c'est de l'instrumentalisation. Il doit pouvoir être dans son rôle, dans sa place, d'aimer et d'accueillir l'autre. Et de ne pas défendre un pays, parce que nous ne sommes pas là dans la défense d'un pays ou de l'autre. Mais parce que je pense que ce que tu dis, et ça c'est juste ce que tu dis. La question de savoir, à un moment donné, on doit quand même regarder, sortir d'une forme de, je dirais, non pas de naïveté, peut-être pas le mot juste, je cherche le mot. D'idéalisme. D'idéalisme qu'il faut avoir, parce qu'il y a un idéal, la Bible le présente clairement. Et d'ailleurs, dans cet idéal, il nous rappelle dans Éphésiens
des deux peuples qui n'en fait qu'un, donc les juifs et les non-juifs. L'Église issue du peuple juif et l'immigration, le peuple chrétien sorti du monde païen, ne fait qu'un seul corps. Donc il y a vraiment une volonté dans le peuple de Dieu d'avoir qu'un seul corps où, je dirais, les différences culturelles sont en tout cas arrondies, pour ne pas dire effacées. En revanche, je pense qu'il va falloir quand même qu'on regarde les choses en face sur ce qui se passe dans notre monde et apporter des réponses, je dirais, réfléchies. Quand, par exemple, l'Allemagne a ouvert les vannes pour l'immigration, et il y avait à la base quelqu'un, pour pas la citer, Madame Merkel, qui est fille de pasteur, et qui a réagi avec un grand cœur. Et parce que aussi il y avait donc l'accueil de l'étranger, mais il y avait aussi derrière cela un vrai besoin dans l'économie. Et elle était contente qu'ils viennent. Et généralement, les gens qui émigrent sont ceux qui ont les moyens. C'est ceux qui ont un peu de réserve d'argent, qui passent la mer et les failles laissent leur vie. Et puis ceux qui sont venus du Moyen-Orient, eh ben, ils amenaient des moyens et des compétences. Maintenant, là où moi je suis, la Bible est quand même assez claire. Elle parle tu avais évoqué l'idée qu'il faut parler d'assimilation, d'acculturation, d'intégration ou pas. Moi je dis que quand même, quand on va vivre au bénéfice d'un pays, il y a une forme de respect à montrer à ce pays, où je m'acclimate, où je commence à comprendre la culture, à commencer par la langue, apprendre la langue et parler la langue. Et du coup, je suis au bénéfice d'un bienfait, tu le disais si bien avant, je suis au bénéfice d'un certain nombre de services, d'accès à des gratuités, ne fût-ce que sur la culture et le livre, quelqu'un a payé. Donc de respecter cela et d'aller vers celui qui m'accueille, de m'intégrer, tout en gardant forcément, je serai alsacien et j'émigrerai aux États-Unis, je mangerai de la choucroute. Je me rappelle quand on allait... Ça, c'est vraiment la dernière partie. Pardon, alors Joy, tu voulais dire quelque chose? Ah bah là, j'ai oublié du coup. Ah mince. Désolé. Bon, c'est que c'était pas ouf. Et toi, Ben, Non, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, tu demandais avant, est-ce qu'il y a un peu de nuancé ou pas? En fait, tu nous poses des questions difficiles. Et tu dis après, je sais pas trop quand il faut venir avec la réponse. Sur la nuance? Oui. C'est celle que je t'ai posée dès le début. Oui, c'est, à mon avis, il y a des nuances à prendre. Oui. Ah, voilà. Ah, oui. Voilà, Oui. On est heureux de... Ça y est, on a compris ta question. au bout de 20 minutes. Ça fait 20 minutes, Mais exactement. Ah oui, non, mais après, t'as l'impression... Là, t'as mis le cadre et tous les détails du tableau. Là. Mais écoute, bien. c'est bien, c'est édifiant. Mais effectivement, moi, je pense qu'il y a une... Si tu veux, pour moi, je pense que certains chrétiens se culpabilisent d'avoir des opinions qui ne sont pas du racisme, qui sont, je dirais, des opinions importantes parce qu'ils sont concitoyens eux-mêmes aussi dans un pays. Et c'est important, oui, on n'est pas de ce royaume, on n'est pas du monde, mais on reste français, on va voter, on fait tout ça, on bouge des lignes, passe par notre vote, etc. On paye des impôts, etc. Donc, c'est important, pour moi, c'est important que chacun soit libre d'avoir ses opinions et d'exprimer une opinion, pour moi, c'est pas un souci, c'est quand ça devient une obsession. Il y a trop d'immigrés. Là, pour moi, ça me pose plus problème. Quand on a le droit, pour moi, tu as cité les politiques, on a le droit de questionner en tant que chrétien les politiques, les prises de décision politiques, toutes ces certaines vagues d'immigration, pourquoi elles ont été prises, pourquoi elles ont été gérées comme ça, etc. Il y a le droit de questionner ça, moi ça ne me choque pas, et ça enlève en rien l'amour que j'ai pour l'étranger, pour le prochain qui est issu d'un autre pays. Pour moi, c'est important que chacun se sente libre, mais il y a une frontière. La frontière, c'est quand ça m'amène à du rejet de l'immigré. Et pour moi, ce rejet-là, ça c'est la frontière que le chrétien ne doit pas dépasser. C'est du racisme. Parce que c'est ça, du coup, ça questionne la motivation profonde. Quoi. Mais oui. Et là, pour moi, cette frontière-là, il ne faut pas y aller, quoi. Du coup, j'ai déjà répondu à la question. Parce que Dieu te dit des maisons à l'étranger. Ouais. Non, mais la question, c'était est-ce qu'on peut nuancer dans ce... On a le droit de nuancer. Est-ce qu'on a le droit de dire, ils peuvent venir, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, par exemple. Voilà. Ça reste aussi des choses. Maintenant, en même temps, quelqu'un qui traverse la mer au prix de sa vie, est-ce que j'ai le droit de lui dire, tu retournes en bateau? Est-ce que j'ai le droit, moi, de lui dire ça? Mais c'est là, dans chaque histoire, c'est pour ça que je disais en individuel, c'est des histoires individuelles. Mais c'est ça. Il y a beaucoup souvent
de Graham, c'est un déchirement, c'est un traumatisme. Et c'est compliqué d'arriver dans un pays où tu ne te sens plus accueilli, en fait. C'est vraiment compliqué parce que ça crée aussi du ressentiment. Bah oui. Et ce ressentiment-là, finalement, il se retourne vers l'accueillant. Mais oui. Il se retourne vers l'accueillant. Ouais. Et on le vit aujourd'hui, on peut le dire, que des fois, alors j'aime pas le terme parce que pour moi, mais on l'a déjà évoqué, le racisme anti-blanc. Parce que on a du ressentiment, parce qu'on ne se sent pas accepté. Tu parlais de rejet, on ne se sent pas accueilli. Et, moi, j'ai eu en tout cas, j'ai eu alors, on n'appelle pas nous ça la chance, mais la grâce que Dieu m'ait conduit dans ce pays, que j'ai pu faire des études, que j'ai pu rencontrer ma femme, que j'ai pu avoir, mais parce que il y a eu ces dimensions d'accueil, mais on voit aujourd'hui que le monde a changé et qu'on n'est plus à l'ère où on accueille, mais plutôt à l'ère où on est dans des replis identitaires. Tu as subi du rejet, tu as subi du racisme, quand même. Oui. Mais qui se contrebalançait par plein d'autres choses aussi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il y en a très peu. C'est ça, on est polarisé, ou bien c'est oui, ou bien c'est non, et du coup, on est rapidement, comme Claude le disait, on arrive à des moments où il y a eu, mais n'oubliez pas aussi l'histoire, regardons l'histoire, il y a eu, pour qu'on en arrive là aujourd'hui, il y a eu la tour de World Trade Center, je veux dire, il y a encore quelques années, on ne questionnait pas l'islam dans notre pays. Il y a eu tous ces phénomènes de radicalisation, il y a eu le terrorisme dans notre pays. Alors c'est pas l'islam, on dit que c'est l'islam radical, hein, je veux bien, on le met entre parenthèses, parce que, entre guillemets plutôt, mais on voit bien que de l'eau a coulé dans les ponts. Et oui, il n'y a plus de la naïveté. On s'est aperçu que il y avait parmi nous des personnes nées dans ce pays et étant allées à l'école de la République, mais qui étaient capables de commettre des actes de violence. Ah ouais. Donc tout ça a contribué à polariser et malheureusement on se retrouve avec à nourrir ça, un repli identitaire et du communautarisme. Alors peut-être pour arriver sur la dernière partie, comme dit, le temps passe, à moins que Joy t'as retrouvé ta phrase. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était quand tu parlais du royaume, la notion du royaume de Dieu, qu'on est tous de la même famille. Et tu disais la question de culture se pose plus, mais je trouve que c'est un petit peu dommage quand même parce que elles s'effacent pas nos cultures, mais elles peuvent nous enrichir. Alors justement, c'est la dernière partie. Justement, mais j'introduis du coup. J'allais l'introduire parce que justement c'est ce qu'on, pour moi, ça, on va pas clore le débat, mais ça conclut en tout cas l'émission. Faut-il parler ou faut-il encourager l'assimilation, et je te demanderai de définir après les termes, ou ce qu'on appelle l'acculturation, qui a été parfois deux termes qui ont parfois été amenés comme synonymes, mais aujourd'hui on se rend bien compte et on les distingue vraiment tous les deux, puisque c'est une manière d'accueillir ou pour l'immigré d'arriver avec une mentalité complètement différente, s'assimiler ou s'acculturer, c'est pas la même chose. Et je pense que en fonction aussi de ce qu'on vit ou ce qu'on perçoit, on accepte plus ou moins facilement l'immigrant. Alors peut-être, je te laisse parler. Ah d'accord. Assimilation, acculturation. Assimilation, acculturation. Je vais lire la première partie, après je vais le vulgariser. Merci. Merci, c'est gentil de ta part. Non, mais je dis ça pour nos amis. Quand même, là, tu nous touches. D'un point de vue théorique, le concept d'assimilation renvoie simplement à l'abandon total de la culture d'origine de l'immigrant. C'est-à-dire à partir du moment où vous venez dans ce pays, vous venez dans une autre terre, vous abandonnez votre religion, vous abandonnez votre culture. Tu arrives ici, tu manges plus épicé. Voilà, et tu prends même les patronymes. Il y a des noms. Et c'est ce que les premières vagues d'immigration ont vécu, l'assimilation. C'est-à-dire Roberto devenait Robert. Ah ouais. Pedro. Pierre. Salut Pedro, s'appelait Pierre. Je pense. Ton mari s'appelle Non, Pedro. Pierre, c'est Pierre. Je connais une dame qui était issue de la vague de l'immigration italienne, qui s'appelait Filomena. Enfin, il s'appelle toujours Filomena, mais c'était beaucoup plus simple, elle s'appelle Philomène. Philomène, voilà. Tous ses papiers, c'est Philomène. Donc, il y a eu cette volonté, en tout cas, d'assimilation de ces premières vagues d'immigration. Ils ont
abandonné pour la plupart ce qui les constituait avec la volonté d'entrer dans l'école de la République, en tout cas de ressembler de gommer les différences, d'être et les parents le leur disaient, tu dois être français. On doit pas faire la différence entre toi et un autre. On parle français à la maison. On parle français à la maison, on se comporte et voilà, ça c'est de l'assimilation. L'acculturation ou intégration, je vais dire, c'est la possibilité de rester attaché à sa culture d'origine en intériorisant les normes de comportement d'une société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est là je rejoins finalement la France, mais je garde ma particularité, je conserve ma différence, je garde ma culture et voilà pour les deux, pour résumer un peu les deux différences. Et du coup, quel est ton point de vue? Est-ce que tu crois à l'acculturation? Est-ce que tu as des études qui disent, ou certains penseurs qui vont dire l'acculturation ne marche pas? C'est-à-dire que je m'intègre, mais je garde ma culture, ça amène un choc de culture. Et que c'est toujours une des deux cultures qui va plier face à l'autre. Donc la question, c'est est-ce que pour toi ça marche ou est-ce que ça crée un mélange qui crée une autre culture finalement? La culture française, qu'est-ce que c'est la culture française? Est-ce que c'est la choucroute? Est-ce que c'est le couscous, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui avec la France d'hier ou on pense à partir de la France d'aujourd'hui? C'est ça la question. Est-ce qu'on veut revenir à la France telle qu'on l'a connue, telle qu'on l'idéalise? Oui, et puis voilà, j'allais le dire. Ou bien on part sur le principe aujourd'hui qu'on est dans une France multiculturelle avec plusieurs vagues d'immigration qui sont déjà là, deuxième, troisième, quatrième génération, et avec une autre culture, parce que finalement on parle au présent là, une autre culture qui s'est formée à partir de finalement ces vagues d'immigration. La France d'aujourd'hui, c'est une France où je peux manger du couscous le mardi et vendredi manger du poisson, parce que le vendredi on mange le poisson. Et c'est la réalité aujourd'hui de cette France multiculturelle. Mais alors, est-ce qu'elle marche? C'est plutôt ça la question. Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que toi, tu te dirais, tu te dis que tu t'es assimilé ou que tu t'es acculturé? Dans l'approche dans laquelle tu es arrivé. L'autre jour, moi. Ah, t'as mangé chez lui? J'ai mangé français. Je veux dire, j'ai pas l'impression de manger camerounais. À part le piment, peut-être qui avait servi, que j'ai pas osé prendre parce que j'avais peur d'avoir mal aux lèvres. Mais en plus, tu es peut-être pas forcément le cas le plus parfait dans le sens où tu es marié une Française. Au contraire, pour moi, c'est une assimilation. Non, mais je veux dire, c'est pas un couple camerounais qui est venu en France. Ouais, mais je veux dire, t'es arrivé à 15 ans. T'avais déjà bien ta culture camerounaise qui était intégrée, qui était... Clairement. Alors, moi... C'est clair, Elman, il faut que tu nous le dises. Voilà, mon épouse s'appelle Claire. Voilà. Pour donner... Non, on arrive sur la fin de la journée, les amis. Clairement. En tout cas... Il y a des, comment dire, c'est complexe et c'est nuancé parce qu'il y a des choses pour lesquelles je me suis assimilé. L'école pour moi de la République a été le moyen de m'assimiler au principe de la République, d'où l'éducation. L'éducation est très importante, d'apprendre des codes, de connaître l'histoire, la nation, la culture française, parce qu'on est en rapport avec l'autre, et l'autre nous renvoie. Moi, j'étais... et ça, c'est chouette. Et il y a des dimensions aussi, finalement, d'intégration. C'est-à-dire, j'ai gardé mon petit piment dans le frigo. J'aime le manioc. Est-ce que tu parles camerounais avec les enfants? Non, mais c'est une question que je pose. Non, je sais pas. Non, mes enfants, ils parlent pas camerounais. Mais tu vois, par exemple, moi, je connais des gens qui sont issus de l'immigration, sont carrément des immigrés, puisque c'est la première génération. Chez eux, ils parlent très mal la langue du pays qui les a accueillis. Et ils la parlent vraiment très très mal. Alors ça, je me dis, est-ce que c'est pas ils aussi ne parlent quelque que chose leur langue chez eux? C'est quelque chose de normal, je veux dire, des gens qui viennent déjà avec un certain âge,
parler. Non, l'immigration alors là, italienne. Ils sont pareil, venus, quoi. ils sont venus jeunes. La Philomena que je te dis là, par exemple, elle a un meilleur français que bien des Français, Wow. issus de Voilà. l'immigration C'est italienne. ça, c'est vrai. Mais je connais des gens qui ne parlent pas, ils parlent très mal la langue du Oui, pays. oui. Des gens en Suisse, par exemple. Parce qu'ils le souhaitent pas. Ou... Ils le souhaitent pas. Ils ne restent qu'entre eux. Mais là, c'est du communautarisme. C'est après, du communautarisme, mais lié à l'immigration. Donc je peux comprendre des gens du pays qui diront mais en fait ils veulent pas d'échange pour le coup. Ils nous amènent leur vision du monde. Je peux l'entendre en tout cas, tu vois. J'entends. Mais c'est compliqué. Sincèrement, c'est des notions compliquées. Tu vois, on parle par exemple de la... Aujourd'hui, on est plutôt dans... Excusez-moi, mais on peut le dire, on est dans du communautarisme. On vit le communautarisme. C'est-à-dire aujourd'hui, on a la... comment dire, la vague d'immigration. Quand on parle toujours d'immigration, on parle de l'immigration, on va dire maghrébine ou subsaharienne. Mais aujourd'hui, je peux dire la communauté asiatique, elle vit en communauté. Ah bah Ça, oui. c'est vrai. La communauté juive vit en communauté aussi. Bah oui. La Plutôt communauté... calme. Enfin, je veux dire, oui. Oui, donc c'est ça. C'est-à-dire, il y a des nuances. Il y a des communautés invisibles, mais parce qu'ils vivent en communauté et parce qu'ils ne viennent pas bousculer ou confronter ou revendiquer ça nous pose pas... La communauté juive, par exemple, quand même, difficile. c'est quand même une communauté qui parle très bien le français. Elle est intégrée. Oui, mais elle garde intégrée, ses mais en codes, elle gardant- garde ses Mais codes. tu Et citais sa par exemple religion. tout à l'heure dans la Sa Bible. religion, hein. C'était Joy, je crois qu'il cite. Non, c'était toi. Si Qui c'est la Bible, citait- c'était moi. Non, mais dans les textes, tu vois, l'étranger, il devait être circoncis. Si vous voulez aller plus loin. Il pouvait être circoncis. Et ben, si vous voulez aller plus loin, C'est ça. C'est ça. à un moment donné, tu avais des C'est la limites, même quoi. loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Amen. Et s'il voulait faire la Pâque, il fallait qu'il soit circoncis. Ouais, c'est ça. Mais je rebondis sur une petite anecdote de la semaine dernière, mais j'étais chez une amie qui accueille une famille chez elle depuis plusieurs semaines. Il sourit parce qu'il les connaît. Et du coup, ils sont nombreux dans la maison depuis plusieurs semaines et j'ai trop ri parce que sur son mur, ils ont mis les règles de la colo. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des règles pour que ça se passe bien dans la maison parce que au début, c'était le chaos avec tous les enfants, et j'ai trouvé que c'est chouette parce qu'au final, chaque famille continue à être une famille propre. Mais pour réussir à bien vivre ensemble, il fallait mettre en place des règles que tout le monde allait respecter, quoi. Et je pense que ça, c'est quand même un peu la base de la paix, en fait. C'est qu'il faut que chacun respecte les mêmes règles. Je pense, tu vois, pour moi, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé aussi, c'est que l'immigration en France, qui est une immigration, tu l'as dit aussi, subsaharienne, etc., mais qui vient plus du continent africain quand même, majoritairement, et de très loin, il y a tout le passif colonial. Ouais. C'est ça. Mais quand on arrive aujourd'hui sur des 3e, 4e générations, qui ne cherchent plus forcément à s'intégrer, qui parfois même revendiquent, c'est justement parce qu'il y a eu un passif colonial. Vous nous avez pris, alors nous on prend aussi de cette manière-là, tu vois. Et pour moi, ça mérite d'entrer en tout cas dans la réflexion, parce que ça amène aussi autant celui qui accueille, il peut avoir des mauvaises manières de penser, autant celui qui vient, il peut aussi avoir des mauvaises manières de penser. D'accord. Absolument. Je pense qu'il faut vraiment... Enfin, en tout cas, il me semble que... J'ai l'impression que le monde politique est en train de sortir de la naïveté. Une naïveté qui disait on accueille tout le monde, parce qu'ils sont accueillis, ils vont s'intégrer, ça va se passer bien. Et c'est ce côté multiculturalisme. Des fois, j'ai du mal à penser que ça va marcher. Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire s'aider, comme tu disais, il y a une culture qui s'aide à l'autre pour que ça puisse fonctionner ensemble. Parce que demain matin, on sera tous contents qu'on soit de l'immigration ou pas, que notre armée nous défende s'il y avait une agression. Ah oui. On est tous contents aussi que notre corps médical, etc., soigne tout le monde de manière égale. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas supposer que tout le monde aussi fasse l'effort de contribuer à la richesse nationale en travaillant, que tout le monde fasse l'effort de bien communiquer, bien se comprendre, parce qu'on communique sur une langue commune. Ça n'empêche pas d'avoir la richesse d'une seconde langue, communautaire à la limite, mais qui fait la richesse des communautés. Moi, je suis
vraiment je serais pour qu'on ait plus d'exigences. Et je pense Tu viens de mon pays, nous t'offrons ce qu'il y a de meilleur dans notre pays, un toit, une sécurité sociale, des soins, etc., une éducation, mais nous exigeons en retour que tu nous respectes. Mais là, on parle de parce que les immigrés, c'est quelques milliers par an, mais on parle de Pas mal, hein. Mais là, on parle surtout. Aujourd'hui, on est là. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on parle de générations issues de générations l'immigration. qui sont là. Oui. Qui est là, pour moi, ils sont français. C'est des gens qui sont français, ils ont les papiers français, etc. Mais regarde, tu t'apprends toi, tes enfants, tu ne parles que camerounais à la maison. Tu leur enseignes pas l'importance de l'histoire française, etc. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on parle de ces générations-là. Oui. Et je pense qu'il y a une vision aussi de l'immigration et du pays qui veut être créé, en tout cas en France, qui diverge particulièrement en France avec les autres pays en Europe. Tu vois, pour moi, une image très forte, c'est les équipes de foot, les équipes nationales de foot. Les Italiens ont quasiment autant d'immigrés que nous. Mais l'équipe italienne ne ressemble pas du tout à une équipe française. Souvent, on se fait moquer, ou alors ça critique, parce que il y a presque, je vais le dire comme ça, hein, mais il y a presque plus de blancs, ils le diront comme ça, il y a presque plus de blancs dans l'équipe de foot. Alors que, mais pour moi, c'est aussi ça me dérange pas, puisqu'on a gagné 2 fois la Coupe du Monde en plus. Mais ça aussi, ça montre aussi, dans notre pays, en France particulièrement, une volonté de créer, je dirais, un mélange plus intense. Une acculturation plus intense. On parlait de melting pot et de salad bowl. Melting pot, c'est-à-dire cette soupe-là, on écrase tout le monde au fond et on est tous ensemble. Et le salad bowl où chacun a sa particularité, c'est comme c'est ça, une salade. Mais c'est le but du mais j'ai envie de dire, les pays comme l'Angleterre, qui sont partis plutôt du côté de salad bowl, ou les États-Unis, où les personnes vivent en communauté, ont été beaucoup plus, pragmatiques parce que l'idéal républicain tel qu'on le voit aujourd'hui, ou tel qu'on voudrait le dire, ou tel qu'on voudrait le penser, n'en est plus un, puisque les fractures sont là, et on le voit et on le vit. Moi, j'ai juste envie de dire que l'Église doit être là l'exemple, le modèle, le témoin que c'est possible, et j'ai envie de le dire parce que je le vis, je n'ai pas besoin de l'inventer. La Bible le dit, hein, que je le vis. Il n'y a plus de juifs, ni grecs, ni juifs. Ici dans l'Église, j'ai grandi avec Joy là à côté. On a vu à The Rencontre des frères et sœurs, des cultures, des personnes, quelle que soit leur couleur, leur histoire, se retrouver autour de la foi, se retrouver autour. Et l'Église doit être un modèle. Un modèle d'unité, un modèle de tolérance, un modèle de fraternité. Et le monde doit pouvoir regarder l'Église et dire, mais comment est-ce qu'ils font pour s'entendre, pour s'aimer, malgré leurs différences? Et nous, on dira, mais parce que nous avons un même Père. C'est l'amour de Dieu qui nous unit. Il y a un socle commun. Voilà, un socle commun. Et aujourd'hui, on ne pourra pas arriver sans ce socle commun, sans la dimension de l'amour et de la foi. Je ne vois pas d'autres clés. Ouais. Maintenant, la France a toujours une culture plus ouverte. On se rappelle que lorsque les GIs américains sont venus à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1917, lorsqu'ils sont rentrés en France, les GIs noirs voulaient rester parce que la France était moins raciste. À Paris. Déjà, c'est pas mal Paris, quand même, à l'époque. Mais pas arriver jusqu'en Alsace. Ça a changé depuis, quand même. Ah oui, clairement. Et clair, en plus. Amen. Donc, mais je pense que... Alors, on ne va pas faire un débat politique ce soir ici. Non. C'est pas le but. Mais de dire quand même... Je pense on se rappelle qu'on peut être étranger de nous-mêmes. Et on est content d'être accueillis. Comment est-ce que j'aimerais être accueilli? C'est ça. C'est ça. Et comment je réagirais à l'accueil qu'on me fait. Et puis qu'est-ce que je transfère alors à mon endroit en tant qu'accueillant? C'est ça. Pour que les autres puissent se dire... ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà. Très bien. Les amis, on va terminer sur cette phrase.
Petite affaire. Sur ta phrase, Bien ouais. trouvé. Ben, bien trouvé. Tu Oh là conclus là, bien. là, Tiens, ça très sent bon. bon. Non, mais non, mais je conclue Bonne parce que, émission, franchement, ça chouette. fait 1 heure. Ah oui. Donc on va prendre le temps. Oui, 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 oui. Ah, déjà 1 heure. Ah, vous êtes Bavard. bavard, c'est bien. En tout cas, j'espère que ça vous a édifié, cette petite discussion. Intéressant. Oui, voilà. elle n'est pas simple. Hein. Bah non, Elle n'est pas simple du tout. non, on est d'accord. Et nous devons aimer le pays dans lequel nous sommes, quel qu'il soit, nous devons l'aimer. Merci. D'ailleurs, pas mal de joueurs de football en Allemagne, en Ligue nationale, sont d'origine turque. Ah oui. Ah oui, 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 non, oui, oui, ça oui, je suis d'accord. Ou polonais. Mais tu regardes les Italiens, par exemple, c'est pas du tout ça. Ça, c'est vrai, Tu oui. regardes la Suisse, ils ont un peu de pays de l'Est. C'est l'immigration Quelques principale Blacks aussi, chez eux. hein. Pardon? Quelques blacks aussi. Hein. Ouais, mais les principaux, c'est des Suisses de source. Souche. Et, Non, il faut qu'on arrête là. Ça y est, j'ai fait 4 Oui, je émissions, il faut confirme qu'on même. arrête. Les amis, on va prier et puis tu sais quoi, je vais te demander à toi, fidèle représentant du peuple du Seigneur. Amen. Qui, Tu as bien ouais, Je voulais voir Très si tu bien. réagis ou pas. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que même si ces difficultés, ces défis, Seigneur, traversent la société, nous pensons qu'ils n'auront pas le dessus sur ton Église. Seigneur, parce qu'ils n'auront pas la primauté sur ton Église, parce que nous sommes frères et sœurs. Parce que, Seigneur, dans ton Église, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous unis en Christ. Et merci que nous pouvons vivre cette réalité. Merci que nous pouvons vivre cet amour, cette fraternité. Merci que nous pouvons, Seigneur, sans être naïfs de nos particularités, de nos différences, quand même reconnaître que, Seigneur, c'est réellement toi qui nous as unis. C'est réellement toi qui nous as unis. Seigneur, nous prions pour notre pays, la France. Seigneur, parce que c'est le pays que tu nous as donné. Nous l'honorons, nous le bénissons. Nous prions que dans ces temps compliqués, dans ces temps conflictuels, dans ces temps, Seigneur, difficiles, Seigneur, que tu lèves des hommes et des femmes de paix. Seigneur, qu'il y ait des solutions. Seigneur, de vraies solutions ne peuvent venir que de toi. Seigneur, de bonnes décisions, de bons choix politiques. Seigneur, qu'ils ne divisent pas, mais qui unissent. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous prions pour la paix dans nos villes, la paix dans nos communautés. Et nous voulons nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, être instruments de paix. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. 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 Eh bien, chers amis, merci à vous trois. Et chers amis sur Internet, que Dieu vous bénisse richement. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas encore une fois, peut-être à la réécouter en 2 fois. Vous avez le temps, 2 semaines. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 2 semaines. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.